Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de ce journal. 2 tentatives d'enlèvement ont eu lieu sur des garçons de 11 et 12 ans, l'une en Gironde, l'autre en Dordogne. Les 2 enfants ont réussi à échapper aux ravisseurs. Après l'agression d'un des leurs, l'appel des gynécologues pour que l'hôpital reste un lieu neutre, les pressions religieuses ne doivent pas jouer. Pour la première fois, les détenus parlent de leurs conditions de vie à travers un large questionnaire qui raconte la misère du monde carcéral. Les portables et les ordinateurs, parmi les premières dépenses dans le budget familial, un phénomène nouveau, 112 € par mois pour le téléphone mobile et Internet. Théâtre avec le retour sur scène de Robert Hirsch après 4 ans d'absence. Extraordinaire performance pour ce comédien qui fête ses 81 ans. Il joue le gardien, une pièce d'Harold Pinter. Je vous le disais en titre, 2 tentatives d'enlèvement sur 2 jeunes garçons ont eu lieu ces derniers jours en Gironde et en Dordogne. À chaque fois un scénario presque identique et heureusement les enfants de 11 et 12 ans pu se débattre et échapper à celui qui tentait de les enlever par la force. Un numéro vert pourrait être mis rapidement en place par la gendarmerie. Stéphane Bretner. Ce jeudi 12 octobre à Nossane, un jeune garçon de 12 ans descend du bus qui le ramène de l'école. Près de cet abri, un homme l'aborde puis le force à monter dans sa voiture. Paniqué, l'enfant se débat et réussit à s'enfuir. Les gendarmes de Bergerac font alors le rapprochement avec une autre tentative d'enlèvement. Elle a eu lieu 3 jours plus tôt à Castillon-la-Bataille. Cette fois encore, c'est un élève de 11 ans qui est agressé à la sortie de l'école. L'homme s'arrête, lui intime l'ordre de monter. Le jeune garçon refuse là aussi. Là, l'homme descend, l'attrape par le poignet et essaye de le faire monter de force. En se débattant, le jeune garçon réussit à s'enfuir. Et l'homme repart, visiblement ou vraisemblablement gêné par le fait qu'un autre adulte arrivait à ce moment-là. Les gendarmes disposent pour l'instant de peu d'indices. Pour le premier garçon, l'agresseur aurait 35 ans et porte une barbichette. Pour l'autre, c'est un homme d'une vingtaine d'années avec les cheveux en brosse. Malgré ces différences, les enquêteurs s'intéressent à une autre série de tentatives d'enlèvement. Au début de l'année, dans la même région, 5 enfants entre 8 et 15 ans ont été abordés et menacés par des inconnus. Une cellule d'enquête avait été mise en place pour retrouver les agresseurs. Les gendarmes vont maintenant confronter leurs éléments, même si pour le moment, aucun lien n'est établi entre toutes ces affaires. Chacun maintient sa version des faits devant les jurés de la cour d'assises du Maine-et-Loire. Michel Ken continue de nier toute agression sexuelle sur sa fille. Alice, elle raconte comment pendant des années elle a été poursuivie et violée par son père. C'est la première fois qu'elle était entendue par la cour aujourd'hui. Le parquet qui a réclamé en fin de soirée 16 ans de réclusion accompagné d'une peine de sûreté contre Michel Ken. Sur place, Dominique Verdaillan, Arnaud Wurst. Sur le visage d'Alice Collet, l'amorce d'un sourire. Face aux jurés, entre de longs soupirs, elle raconte son calvaire d'adolescente. Les coups, les insultes, les viols. Il n'y a pas un jour où je n'y pense pas, dit-elle. J'ai essayé d'en parler à ma mère, c'était au-dessus de mes forces. Si je parlais, j'avais peur qu'il me tue. Petite, j'aurais voulu l'aimer, mais il me faisait tellement peur. Puis elle se tourne vers son père. Regarde-moi, pourquoi toi tu continues à mentir? Tu as bousillé ma vie. Imperturbable, Michel Ken répète à l'envi qu'il est innocent et qu'elle ment une fois de plus. Un face-à-face tendu de plus d'1 heure qui se conclut par une confidence d'Alice. Je mets toute mon énergie à vivre, à m'aimer un peu. Je ressens en fait du soulagement d'avoir pu l'affronter à nouveau. C'est quelque chose qui était très difficile pour moi et je suis fière d'avoir pu le faire enfin. Comment avez-vous vécu ce face-à-face avec votre père qui continue à dire tout ça est faux et vous êtes une menteuse? Je le laisse à ses mensonges. J'ai compris moi depuis longtemps comment il m'avait manipulée, comment il avait déjà inversé la culpabilité dès que j'étais petite et comment il continue de le faire aujourd'hui. Seul lors d'une suspension d'audience, Michel Ken. Il est sûr d'obtenir l'acquittement. L'avocat général a une toute autre lecture du dossier. Le menteur, le manipulateur, c'est lui, dit le magistrat. Il requiert 16 ans de réclusion criminelle, autrement dit l'équivalent de la peine qui avait été prononcée lors d'un précédent procès en 1999. À l'hôpital, dans les maternités, les services d'obstétrique, le phénomène s'installe. Il arrive de plus en plus souvent que des musulmans accompagnant leurs femmes refusent qu'elles soient auscultées par un homme. Quelles que soient les religions, l'hôpital doit rester un lieu neutre où l'on soigne avec les mêmes règles pour chacun. C'est ce qu'indiquent les gynécologues accoucheurs qui ont décidé de publier un communiqué commun après l'agression d'un des leurs. Sophie Mézel, Jean-Marc Nouknouk. C'est ici, dans le 19e arrondissement de Paris, que l'altercation a eu lieu. Dans la nuit du 8 au 9 septembre, une patiente musulmane en plein accouchement nécessite des soins de toute urgence.
Elle fait une hémorragie. Son mari gifle le médecin qui tente d'intervenir au motif qu'un homme ne doit pas toucher sa femme. Il est maîtrisé, puis évacué par la police. Le médecin porte plainte. C'est la première fois qu'une maternité rencontre une situation aussi extrême. Mais les tensions sont de plus en plus fréquentes dans les hôpitaux. La relation médecin-patient, c'est une relation de confiance et c'est un partenariat. Nous sommes laïcs, les patients doivent être laïcs. Il faut qu'on soit à égalité. On ne peut pas accepter que des patientes demandent à être examinées exclusivement par des femmes. Nous sommes à la maternité de l'hôpital de Sèvres. Ici, les femmes voilées représentent 2 à 3% des patientes. Mais ce n'est pas pour autant que tout interdise aux hommes de l'équipe médicale de les toucher. Et si, en cas de nécessité absolue, c'est un homme qui se présente comme, je ne sais pas moi, intervenant dans un service d'urgence ou quelque chose, ben on ne va pas refuser. Les femmes sont un petit peu pudiques, préfèrent un petit peu avoir recours à une gynécologue, une obstétricienne. Mais je vous dis, le besoin prime sur la religion. On sait très bien que le Seigneur est tout miséricordieux, donc en fait, on ne s'inquiète pas. Encore faut-il que les femmes soient écoutées de leur mari, car un jour, la santé d'une patiente pourrait être mise en péril pour des considérations religieuses. À Roissy, plusieurs bagagistes de confession musulmane à qui on avait retiré leur badge leur permettant d'accéder aux zones sensibles de l'aéroport. Ces bagagistes, soutenus par la CFDT, ont déposé plainte pour discrimination. Le parquet de Bobigny a ouvert une enquête préliminaire. Benoît Bringer, Frédéric Pasquette. Depuis 4 ans, ce bagagiste travaille à l'aéroport de Roissy. Depuis 4 ans, il possède un badge d'accès aux zones dites sensibles de l'aéroport. Il y a quelques jours, il apprend par courrier que la préfecture le lui a retiré. On retire le badge à propos, apparemment, parce que je fais la prière, je suis un pratiquant, et je crois même parce que j'étais à la Mecque aussi. J'ai fait le pèlerinage, et ça c'est pas interdit par la loi, ou je vois pas pourquoi. Ces badges permettent de se rendre dans les zones très protégées de l'aéroport, sur les pistes par exemple. Pour un bagagiste, ne plus pouvoir y accéder, c'est perdre son travail. Selon les syndicats des personnels de l'aéroport, 70 employés musulmans se sont vus retirer leur badge. 4 d'entre eux ont saisi la justice et déposé plainte pour discrimination. Lorsque vous avez 20, 30 ou 50 personnes à qui on retire leur badge, et comme par hasard ces 20, 30 ou 50 personnes à qui on a retiré leur badge ont toutes le même profil, eh bien vous pouvez vous dire que vous êtes en face d'une discrimination. Une accusation que réfute le sous-préfet de Roissy qui se fonde sur les enquêtes de l'antiterrorisme. Pour lui, les charges contre les exclus vont bien au-delà d'une simple pratique religieuse. Est-ce que le fait de fréquenter une mosquée, de faire son pèlerinage à la Mecque, est suspect? Certainement pas. Le fait d'aller passer régulièrement des séjours en Afghanistan ou au Pakistan, dans des écoles coraniques connues pour l'enseignement extrémiste qu'elles enseignent, etc., ceci est beaucoup plus préoccupant. De leur côté, les syndicats des personnels de l'aéroport dénoncent un durcissement des conditions d'attribution des badges. Ils appellent à une grève en début de semaine prochaine. Politique, le deuxième débat des présidentiables au Parti socialiste, sans confrontation, loin des caméras et des journalistes. Hier, côte à côte, devant quelques 3000 militants à Clermont-Ferrand, Ségolène Royal, Dominique Strauss-Kahn et Laurent Fabius ont fait valoir leurs projets et leurs différences. Alors ont-ils réussi à convaincre, à changer la donne, à faire changer d'avis? Réaction à la sortie, Alexandre Cara, Philippe Jasselin. Un débat à guichet fermé. 3000 militants pour 3 candidats, Dominique Strauss-Kahn, Laurent Fabius, côte à côte, Ségolène Royal en retrait. Des 3, il y en a au moins un qui ironise sur les règles du jeu. C'est un petit peu bizarre que lorsque les militants sont là, il n'y ait pas de caméra, et lorsque les caméras sont là, il n'y a pas de militants. Pas de micro, pas de caméra, un exercice très scolaire. Chacun son tour à la tribune et des questions soigneusement préparées à l'avance. 120 minutes plus tard, les avis sont partagés. Fabius. Pourquoi? Plus droit dans ses bottes, plus franc, plus vrai. Ségolène parce qu'elle n'a pas le passé des vieux briscards et on a envie de faire confiance aux femmes. Je trouvais que c'était un débat de haute tenue qui faisait plutôt honneur aux socialistes dans l'ensemble. Et concrètement, ça n'a pas apporté grand-chose. Côté candidat, tous sont très satisfaits de leurs prestations. À un mois de la date où il faudra choisir, eh bien, il se passe ce qui se passe pour toute élection dans le pays. C'est-à-dire que ce qui a été indiqué par les sondages des mois avant n'a plus beaucoup de rapport avec ce qui se passe le jour où on vote. Toutefois, c'est une évidence, l'enjeu n'est pas le même pour tous les postulats. Écartez-vous un petit peu.
Je pense que c'est en franchissant ces étapes avec le plus de sérieux possible, mais aussi le plus de confiance possible, que je peux me préparer le mieux si je suis investie à la vraie bataille. Donc je le prends comme un entraînement par rapport à la vraie bataille contre la droite. Reste 4 semaines, 4 débats pour convaincre 200 000 militants. Du côté de la majorité, Michèle Alliot-Marie qui compte peser sur la campagne présidentielle en n'excluant pas d'être candidate. Michèle Alliot-Marie est aux États-Unis. Elle s'est démarquée de Nicolas Sarkozy sur les relations entre la France et les États-Unis. La ministre de la Défense qui par ailleurs a confirmé que les forces spéciales françaises pourraient quitter l'Afghanistan. Émilie Lançon. Motards américains et drapeaux tricolores. Michèle Alliot-Marie et la France à l'honneur pour célébrer la bataille de Yorktown, remportée par les Français en 1781. Le ministre en profite pour exposer sa vision du monde, à l'opposé de celle de Nicolas Sarkozy, pour qui la France fait preuve d'arrogance vis-à-vis des États-Unis. Il n'y a pas d'arrogance à dire à un ami la vérité. Je pense au contraire que c'est ne pas répondre à un devoir d'amitié que de dire ce que l'on pense. Il faut le dire en expliquant aussi. Durant sa tournée américaine, Michèle Alliot-Marie a aussi rencontré Donald Rumsfeld. À la sortie, questionné sur ses ambitions présidentielles, tous deux s'amusent. Pensez-vous que Michèle Alliot-Marie ferait un bon président de la République? Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Pensez-vous que Michèle Alliot-Marie ferait un bon président de la République? Écoutez, déjà que le président Bush ne veut pas que je me mêle de la politique des États-Unis, donc vous imaginez pour les pays étrangers. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que c'est avec plaisir que je travaille avec votre ministre de la Défense, mais j'évite toutes ces questions. Après le Pentagone, l'ONU, cellule stratégique consacrée au Liban et aux terrains sensibles. L'OTAN a repris le commandement des opérations militaires en Afghanistan. Le ministre envisage un retrait des forces spéciales. Le déploiement de la FIAS sur l'ensemble du territoire afghan va amener tout naturellement à regarder comment les choses s'organisent et à le regarder avec nos principaux partenaires. Michèle Alliot-Marie ne rate pas non plus l'occasion d'embrasser Kofi Annan, le secrétaire général de l'ONU, qui termine son mandat à la fin de l'année. À 7 mois de l'élection présidentielle, le ministre soigne son image. Ce voyage aux États-Unis fait partie de sa stratégie. Un voyage qui pourrait bientôt être suivi d'une tournée en Asie. En Finlande, l'Europe tente de parler d'une seule voix face à Vladimir Poutine, qui lui n'est arrivé que ce soir. Une journée de travail pour les 25, qui sont tombés en fait d'accord pour considérer que la Russie était un partenaire indispensable sur la question essentielle de l'énergie. Jacques Chirac plaide pour trouver une harmonie entre les intérêts de la Russie et de l'Europe. Reste l'autre dossier, celui des droits de l'homme, qui devrait être abordé dans la soirée. Jean-Paul Chapelle. Tapis rouge pour Vladimir Poutine. C'est la vedette de ce sommet européen, invité d'honneur ce soir à la table des 25. Et même le président français joue des coudes pour être en bonne place sur la photo de famille. La Russie fournit le quart du gaz consommé en Europe, une énergie de plus en plus rare et chère qui rend ses clients très courtois. En tant qu'acheteurs, nous offrons une sécurité dans les contrats. Et donc, nous attendons la même sécurité de la part de la Russie. Au lieu de négocier pays par pays, l'Europe a intérêt à présenter un front uni. C'est le message adressé aujourd'hui. Reste la question des droits de l'homme, relancée depuis le meurtre de la journaliste Anna Politkovskaya. Les 25 ont chargé le Premier ministre finlandais de trouver les mots qui ne fâchent pas trop. Pour Jacques Chirac, les deux sujets n'ont rien à voir. Il n'est pas question de lier des actions morales à des actions économiques. Ce sont deux domaines différents. Ce sont des sujets, tout ce qui touche aux droits de l'homme, que nous évoquons souvent avec des pays étrangers, et notamment avec la Russie, et régulièrement, en particulier avec le président Poutine. Parler d'une seule voix face à Vladimir Poutine, c'est la volonté des 25. Il devrait y parvenir. Mais cette parole européenne sera aussi bien timide. Gigantesque rassemblement à Pyongyang. 100 000 militaires et civils nord-coréens se sont retrouvés dans le centre de la capitale pour célébrer le succès du premier essai nucléaire national dans ce pays tenu d'une main de fer par Kim Jong-il. Cette fête avait des allures de manifestation. Le dictateur nord-coréen qui a déclaré n'envisager aucun autre essai de ce type d'après des diplomates chinois.
Pour autant, l'espoir reste faible de retourner à la table des négociations. C'est ce qu'indique la secrétaire d'État américaine, Condoleezza Rice, qui était en Chine. Elle a estimé que rien de surprenant n'était sorti de la rencontre hier entre les autorités chinoises et le numéro 1 coréen. Au Proche-Orient, le convoi du Premier ministre palestinien a été pris pour cible à Gaza. Les tirs qui n'ont pas atteint la voiture d'Ismaël Haniyeh, mais la voiture qui suivait a brûlé. Ce soir, l'entourage du Premier ministre minimise l'incident. La veuve du juge Borrell, assassiné à Djibouti il y a 11 ans, a été reçue aujourd'hui par Philippe Douste-Blazy, le patron du Quai d'Orsay, qui souhaite que toute la lumière soit faite sur cette affaire. Hier, 2 mandats d'arrêt internationaux ont été délivrés contre les 2 principaux suspects. Yasmina Farber, Isabelle de Lyon. C'est le 11e anniversaire de la mort de son mari et pourtant, Elisabeth Borrell affiche un large sourire. La justice française lui offre 2 mandats d'arrêt internationaux lancés à l'encontre de 2 ressortissants djiboutiens. La veuve du juge Borrell a toujours voulu démontrer que son époux avait été assassiné à Djibouti. Pour la première fois, cette femme, elle aussi magistrate, est reçue par un ministre de la République, une forme de reconnaissance. Je me suis battue pour ça. Je suis un peu réconfortée par les décisions de mes collègues. Et aujourd'hui, l'État me dit, nous aussi, nous sommes d'accord pour que dans ce dossier gravissime, on aille au bout du bout. Le 19 octobre 1995, le cadavre de Bernard Borrell est retrouvé en contrebas d'une falaise à moitié carbonisée. Suicidé selon les autorités, liquidé selon sa famille. Le magistrat en poste à Djibouti avait peut-être trouvé un élément gênant pour le régime du pays, l'impliquant dans l'attentat du Café de Paris, un acte anti-français qui avait fait 1 mort et 11 blessés. Dans cette ancienne colonie, première base militaire française à l'étranger avec ses 3000 soldats, l'enquête sur la mort de Bernard Borrell n'était pas une priorité et ne devait pas embarrasser Ismaël Omar Guelleh, l'actuel président. Aujourd'hui, le ton change. Monsieur le ministre, est-ce que cette affaire empoisonne les relations diplomatiques de la France avec Djibouti? Ce qui est important, c'est la vérité et la transparence. Voilà, je vous laisse. Malgré les pressions de Djibouti, Philippe Douste-Blazy refuse de transmettre le dossier d'instruction aux autorités du pays. Nouvelle étape pour Elisabeth Borrell, la comparaison des traces d'ADN retrouvées sur un vêtement de son mari avec l'empreinte génétique des 2 suspects. Comment les détenus vivent la prison? Quelles sont leurs principales revendications? C'est la première fois que les 57 000 prisonniers sont consultés. Ils ont répondu à une vaste enquête dont les bases pourraient servir de socle à des états généraux de la condition pénitentiaire. Un état des lieux qui souligne la misère du monde carcéral. Gilles Marinet, Sylvain Dauba. Le sondage était confidentiel, l'autorité pénitentiaire ne pouvait ouvrir les courriers-réponses. L'un des promoteurs de l'opération, Robert Badinter, ancien ministre socialiste de la Justice, résumait ce matin l'état des lieux. Les choses évoluent très lentement, trop lentement, mais la condition carcérale demeure structurellement mauvaise, indigne d'un pays comme le nôtre. 15 000 prisonniers, un quart des effectifs ont rempli ces formulaires. Principale revendication, la dignité, la réinsertion. Moins de promiscuité dans les cellules, plus d'hygiène, le respect des droits des prisonniers et surtout, en leitmotiv, une préparation solide à la sortie. Tout le monde demande que soit donné aux détenus plus d'activités, plus d'enseignement, plus de formation, que la mission de préparation à la sortie soit affirmée. De la même manière, toutes les gens qui vivent et travaillent en prison sont alarmés par le fait que de plus en plus la prison est l'asile des personnes qui souffrent de très graves troubles psychiatriques. 40% des détenus sont suicidaires, 35% ont des antécédents psychiatriques. Le ministre de la Justice ne conteste pas ces chiffres. Pascal Clément annonçait même ce matin la création de 700 places en unité psychiatrique. Quant au contrôle des prisons, il sera désormais confié à un médiateur indépendant. À Orléans, après l'agression en milieu de semaine de policiers qui ont reçu des cailloux alors qu'ils patrouillaient dans un quartier sensible, 2 jeunes ont été condamnés à 6 mois de prison ferme ce soir, jugés en comparution immédiate. La réforme de la justice est amputée de 2 de ses mesures phares, présentées la semaine prochaine en Conseil des ministres. Ce projet ne retient ni l'instauration de nouvelles sanctions contre les juges en cas de faute, ni la réforme du Conseil supérieur de la magistrature, l'instance qui nomme les magistrats. Aurélia Guillemin, Marie Cros. Comment ça va?
Ils ont retrouvé le sourire, les magistrats du premier syndicat de France. Le garde des Sceaux, Pascal Clément, est venu leur annoncer à demi-mot qu'il faisait marche arrière sur 2 dispositions phares de son projet de réforme de la justice. Premier point écarté, la recomposition du Conseil supérieur de la magistrature. C'est l'organe qui contrôle et sanctionne les juges. Les magistrats y sont plus nombreux que les membres de la société civile. La réforme voulait inverser cette proportion. Projet pour l'instant suspendu. Le rôle et la composition du CSM constituent des questions d'une particulière importance sur lesquelles des consensus, du moins je l'espère, doivent se dégager. Il me semble donc nécessaire de poursuivre la réflexion. Autrement dit, les magistrats ont obtenu gain de cause. Ils voulaient rester majoritaires au sein du CSM. C'est une victoire pour la justice. C'est pas une victoire, c'est pas pour le confort des magistrats. C'est pour l'indépendance de la justice et pour le fait qu'on puisse travailler en toute sérénité. Corporatisme, disent les partisans de la réforme. Celle-ci prévoyait aussi une nouvelle sanction contre les magistrats qui ne respectent pas la procédure. Le Conseil d'État était contre. Là encore, le garde des Sceaux revient en arrière. Toutes les dispositions du projet de réforme étaient nées des longues auditions de la commission parlementaire ou trop. Concernant la responsabilité des magistrats, peu de changements au final. Déception des acquittés. Ce ne sont pas des dieux, les magistrats, à mon sens, ce sont des êtres humains comme vous et moi, et il serait logique qu'ils se sentent responsables de leurs actes. Mardi prochain, Pascal Clément présentera son projet de réforme de la justice en Conseil des ministres. À Caen, lors de la foire de Gavray qui attire plusieurs dizaines de milliers de personnes, une voiture folle est entrée dans la foule. 14 personnes sont blessées, dont 3 grièvement. Le conducteur aurait été victime d'un malaise. Dorothée Cochard. La fête a tourné court. Le vendredi, c'est le jour des chevaux à la foire de Gavray. Une fête qui attire plusieurs milliers de personnes. Vers 16h30, une voiture Kangoo sort du parking et au lieu de tourner pour quitter la fête, elle poursuit sa route tout droit le long des stands. Elle fauche 14 personnes, 3 sont grièvement blessées. Nous travaillons sur notamment l'hypothèse d'un malaise qui aurait fait perdre peut-être conscience au conducteur et qui n'aurait pas mis en mesure de stopper son véhicule. Une enquête a été ouverte. Le conducteur, âgé de 68 ans, a déjà été entendu. Les autres témoins, notamment le passager de la voiture, sont en cours d'audition. De violents orages se sont abattus hier soir sur le Dève et les villages environnants dans la vallée de l'Hérault. Des chaussées ont été arrachées. Le centre-ville de Pézenas a été inondé. De nombreuses serres ont subi d'importants dégâts ainsi que des vignes. La préfecture recommande la vigilance car des crues rapides sont encore à craindre sur des rivières du département de l'Hérault. Véritable phénomène de société. Les Français privilégient dans leur budget les portables et Internet. Ils font partie désormais de la vie quotidienne, au point que leur budget qui leur est consacré est de 112 € par mois. Ce budget devrait continuer à progresser. Les mobiles constituent la moitié des dépenses mensuelles et les familles s'équipent de plus en plus d'ordinateurs. Premiers utilisateurs, les adolescents, mais pas seulement. À l'exemple de cette famille avec 3 enfants, Bruno Timsit, Virginie Travers. Allô, bonjour, est-ce que Laure est là, s'il vous plaît? Maëva a 12 ans, c'est déjà une accro du téléphone portable. Elle maîtrise toutes les possibilités de son accessoire favori pour garder le contact avec ses copines. D'envoyer des SMS, de leur demander si elles vont bien, de savoir ce qu'elles font, de demander si elles peuvent sortir dehors. Dans cette famille, les portables, c'est un sacré budget, bien sûr. Un mobile pour papa et un mobile pour maman. Total, 170 € de facture chaque mois. Avec les 2 petites dernières, ce chiffre pourrait bien encore augmenter. À l'heure actuelle, là, elle aimerait déjà en avoir un à 8 ans. Mais bon, ça, c'est hors de question. Et puis plus tard, oui, lorsqu'elle rentrera, je pense, en 6e, elle aura sûrement son téléphone. T'as mis la web? Non. Pour Internet, c'est papa qui transmet son savoir-faire. Maëva chatte sur le web 1 heure tous les soirs. Heureusement, ses parents ont choisi un forfait illimité, Internet plus téléphone fixe. Pour ce poste de dépense, 80 € par mois. Tout cela pèse dans le budget familial, mais personne ici ne pourrait s'en passer. Est-ce que je réussirai à m'en séparer? C'est ça le truc, c'est... Et même mes filles maintenant, est-ce qu'elles vont pouvoir s'en séparer? Parce qu'elles trempent dedans, elles sont dedans, maintenant elles sont nées avec, puis dans 20 ans elles auront autre chose que nous on n'avait pas quand on était petits, on connaissait pas tout ça, et puis voilà quoi.
Avec en plus la télévision et les jeux vidéo, cette famille dépense environ 300 € par mois dans les nouvelles technologies. C'est près de 15% de leur budget total. Dans les Pyrénées-Orientales, vient d'ouvrir une classe maternelle sauvage. Comprenez une école qui accueille des enfants qui auront 3 ans en cours d'année scolaire. Une initiative prise par le maire du village. L'éducation nationale, elle, ne voit pas ça d'un très bon œil. Léo Lamberton, Pascal Pense. On relève. Ils s'appellent Jordi, Enzo ou Andrea. Ils auront 3 ans début 2007 et ils sont l'objet d'un bras de fer entre leur village et l'éducation nationale. Depuis 15 jours, ils sont en effet élèves d'une classe maternelle sauvage. J'ai envie de venir à l'école. Pourquoi tu as envie de venir à l'école? Parce que j'ai envie. T'aimes venir à l'école? Oui. Pourquoi? Parce que il gouffa. Tu as des copains? Oui. Cette classe a été créée pour accueillir les enfants n'ayant pas pu être inscrits en maternelle car ils n'avaient pas 3 ans au moment de la rentrée. Trop petits pour aller à l'école, ils auraient pourtant été très vite trop grands pour rester en crèche. C'est bien dommage parce que là ils apprennent beaucoup de choses que peut-être ils n'apprendraient pas dans une crèche ou autre. Donc pour eux je pense que c'est bien et ça les pousse vers le haut. Perché en Cerdagne, dans les Pyrénées-Orientales, Sayagouz est entré en résistance. Depuis 3 ans, le maire demande l'ouverture d'une classe supplémentaire de maternelle pour accueillir, comme dans les villages voisins, les enfants ayant 3 ans en cours d'année. Devant un nouveau refus, il a décidé d'ouvrir sa propre classe. C'est pas un coup de force, moi c'est une réponse là où l'éducation nationale ne veut pas répondre, ne peut pas répondre parce que c'est pas dans ses priorités, alors que j'entends les candidats aux élections présidentielles dire qu'en 6e on doit savoir lire et écrire, eh bien il fallait que tout le monde soit au même pied d'égalité, les mêmes chances. Même si elle a été longtemps institutrice remplaçante, l'enseignante embauchée par la mairie n'est pas reconnue par l'éducation nationale. Le préfet exige aujourd'hui la fermeture de la classe et menace de porter plainte. Médecine, avec cette prise en charge par la Sécu des traitements de l'ostéoporose. À présent, les femmes les plus fragiles pourront en bénéficier. L'ostéoporose concerne 3 millions de femmes en France. Mallory Aounou, Frédéric Capron. C'est le rituel du matin. 40 minutes d'exercice pour solliciter les muscles, mais surtout les os. D'ailleurs, ça craque un peu. Philomena Coste s'impose cette contrainte depuis 16 ans, depuis qu'on a décelé chez elle des signes d'ostéoporose, cette maladie qui fragilise les os et favorise leur fracture. Il y avait des résultats qui montraient une faiblesse au niveau de la colonne vertébrale et du col du fémur. Donc ça, c'était une vérité, plus le fait de ma morphologie, le poids et la taille. Pourtant, elle ne s'est pas encore cassée d'os, probablement grâce à une alimentation adaptée, riche en calcium, en protéines, mais pas seulement. Elle bénéficie d'un traitement préventif. Avec le traitement médical, le calcium et vitamine D, je me porte bien et je suis toujours surveillée 1 fois par an, un examen. Nouveauté pour elle, l'examen d'ostéodensitométrie, nécessaire pour sonder la masse osseuse et suivre son évolution, est depuis cet été remboursé à 70%. Même chose pour les traitements médicamenteux. Désormais, si l'on est un sujet à risque, plus besoin d'attendre la fracture pour être prise en charge, mais la patiente doit prendre certaines précautions. Il est très important de lui expliquer les risques qu'elle encourt et de lui expliquer que les traitements sont efficaces lorsqu'ils sont pris de manière prolongée. Bien suivis, les traitements préviennent la moitié des fractures. Pour l'assurance maladie, mieux vaut prévenir que guérir, y compris financièrement parlant. Chaque année, les 130 000 fractures causées par l'ostéoporose lui coûtent 600 millions d'euros. Une vente aux enchères des meilleurs crus de la cave de l'Hôtel de Ville de Paris. Certaines bouteilles se sont envolées à plus de 5 000 €. Une vente qui peut donc rapporter très gros. Estelle Collin, Didier Dahan. Ce n'est pas le casse du siècle, mais la cave du siècle. Pétrus, Margot, Aubryon, Cheval Blanc, Romanée Conti, autant de joyaux dont la ville de Paris a décidé de se débarrasser depuis qu'elle a fait vœu de chasteté œnologique. Donc des bouteilles à 1 500 € dans les caves de la mairie de Paris, c'était sans doute pas raisonnable. Et il est peut-être préférable de les vendre, de les céder et de rajeunir les caves avec des vins plus raisonnables en prix. Sacrifier 5000 bouteilles sur 7000 nectars que comptait la précieuse collection constituée il y a 20 ans. On appelle ça avoir du nez. J'ai jamais acheté Pétrus plus cher que 300 francs la bouteille. Je ne fais pas une bouteille de Pétrus 88, 89, 90 comme il y a là, ici. Ça va monter à 2000 €.
Adjugé 1500. Au milieu de cette bataille du tire-bouchon contre le marteau, cet Anglais. En l'espace d'un quart d'heure, l'homme a raflé la totalité des 12 lots de Lafite Rothschild. Coût de l'opération, 25 000 €. Avec une telle provenance, celle des caves de l'Hôtel de Ville de Paris, on ne se pose évidemment aucune question. C'est forcément gage de qualité. Il n'était pas le seul à lorgner sur ce butin, russe, américain, asiatique, peu de particuliers, beaucoup d'étrangers prêts à tout. J'essaye d'éviter à ce que des bons vins quittent le camp de la France. Réduire les frais de réception, anticiper une éventuelle crue de la Seine qui aurait pu détruire à jamais ses trésors. Deux raisons qui ont poussé la mairie de Paris à faire le deuil de ces bouteilles de nabab. La cagnotte devrait avoisiner les 800 000 €. Théâtre avec le retour sur scène de Robert Hirsch après 4 ans d'absence. Extraordinaire performance pour ce comédien qui fête ses 81 ans. Il joue Le Gardien, une pièce d'Harold Pinter adaptée par Philippe Jean. Reportage Sophie Jouve, Philippe Jasselin. Vous n'auriez pas une paire de chaussures en trop? Robert Hirsch, à 81 ans, trouve encore le moyen de découvrir un grand auteur, Pinter et son humour corrosif, pour cette étrange histoire d'un clochard recueilli par 2 frères. L'autre jour, un type a voulu me refiler du daim. J'ai jamais voulu les mettre. Pas mal. Sympa, celui. Je crois. Hirsch se régale à jouer ce vieillard vite encombrant et qui se révèle manipulateur. Il est menteur. C'est une feignasse. Il ne pense qu'à dormir. Et en plus, il fouille aussitôt qu'il est seul dans cette baraque. Il fouille. Et il n'a qu'une idée, je crois, c'est de prendre le pouvoir. Face à Robert Hirsch, 2 représentants de la jeune génération, Samuel Labarthe, déjà de l'expérience, et le plus débutant, Cyril Touvenin. Il nous donne du talent. Et il le dit lui-même, je crois qu'on lui en donne aussi. C'est ça, c'est un partage. Et quand on joue à ce niveau-là, c'est que du bonheur. Voilà, vraiment. Moi, je sais que je serai différent après cette aventure-là, ça c'est sûr. Il y aura un avant et un après Robert Hirsch, ça c'est sûr. Une légende du théâtre qui impressionne encore davantage dans ce registre dur et moins attendu. On connaissait son art du geste, on découvre son engagement physique au service du texte. Par contre, une petite plaisanterie, hein, mais pas plus. Exactement. Je m'amuse que là, finalement. Vous voyez? C'est pour ça que je viens 3 heures ou 4 heures avant ici. Je fais rien, bon, je reverrai mon texte tout à l'heure. Et puis, mais je suis sur place. Je ne vis dans la journée que pour la représentation du soir. Robert Hirsch prouve encore que la scène est son unique combat. Il a grandi à quelques kilomètres de Paris, entre reggae et hip-hop, avant de se réinventer un chanteur tout en douceur. Anis sort son premier album, intitulé La Chance. Il est actuellement en tournée. Olivier Lenuzza, Régis Maté. Il chante Sergi, sa suite banlieue pourrie. Une mélodie qui a fait sortir de l'ombre un artiste grandi sous les trottoirs de Paris, le métro, où Anis a joué pendant 2 ans. Un matin, dans un wagon, il entrevoit une petite lumière. Un directeur artistique le repère. Chanter ses chansons devant des inconnus dans le métro, puis se faire applaudir en sortant du wagon, c'est quand même assez grisant. Et puis simplement, il y avait joint aux applaudissements, il y avait un chapeau rempli de pièces. Donc que ça soit des francs ou des euros, ça représentait mon salaire à l'époque. Fini la grisaille du métro. Anis s'offre aujourd'hui le Champ de Mars. Mais si le cadre est grandiose, il y a tout ça à mettre comme siège. Les moyens sont encore de fortune. Le chanteur met la main à la pâte. En quelques minutes, le podium sous le kiosque est installé. Anis monte sur scène pour un concert gratuit. Je t'aime bien quand même, mais tu m'aimes bien quand même, mais je m'aime bien quand même, mais tu t'aimes bien quand même, mais tu t'aimes bien quand même, mais je m'aime bien quand même. Qu'est-ce qu'on s'aime quand même? Qu'est-ce qu'on s'aime quand même? Je voulais savoir si c'était la première fois que vous le voyez. Non, c'est la 5e en fait. Ben, je l'ai raté, et comme je passe tout pour aller le voir à la Cigale, ça m'aurait bien plu de l'entendre. Après, faut payer. Pas d'inquiétude, car en dépit du succès des tournées, Anis n'a pas renoncé au concert gratuit.
toujours pour les concerts gratuits. Moi, ça donne l'occasion à plein de personnes de venir se faire une idée, écouter. Et puis aussi, il y a des personnes qui n'ont pas de pépettes, quoi. Les pépettes, les petites pièces qu'il allait chercher hier sous terre. Aujourd'hui, on lui demande des autographes. Si tu veux, mais j'en garde un peu. Et si tu vois que ça tourne au drame, prends ça comme un jeu. Je fais ce que je veux quand je peux, et du mieux que je peux. Et je t'avoue tellement, je regarde... Il chante les galères, les petits plaisirs de la vie. À Nice, vit aujourd'hui sa musique et son bonheur à l'air libre. C'est la fin de ce journal. Je vous remercie de votre attention. Tout de suite, la météo, Nathalie Riouet, puis le point route, Valérie Maurice. 20h50, homicide. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain dès 13h. Excellente fin de soirée sur France 2. Ce soir.